Allez, c'est bon. La semaine prochaine, on a encore un anatomie. Ouais, vous avez 2 fois encore. Sur quoi? Non, 2 fois, parce que je remplace un. Ah ouais, sur quoi? Alors, sûrement, ça va être circulatoire et variant de crâne. Mais c'est pas le temps, on va pas finir demain. Circulatoire, vous allez le faire demain. Et on va pas finir. Oui, vous allez finir. Et la semaine prochaine, ça sera sûrement soit génital, soit endocrinien, les petits points. C'est pas toi? Non, c'est pas bon. Ça va être Benjamin Attali. Ouais, il est mal, mais très bien. Ouais, il est arrivé 14e. Quoi? Doublant. Doublant, ouais. Ah, mais c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Ça enregistrait pas toujours. Ouais. Voilà. Alors, donc on va commencer cette partie 2 sur l'appareil digestif. Donc hier on a vu la partie haute de l'appareil digestif avec la cavité orale, le pharynx, l'œsophage, l'estomac. Aujourd'hui on va parler des intestins principalement, donc de l'intestin grêle, du gros intestin. Et ensuite on aura une petite partie sur le rectum et le canal anal. Donc ce cours est assez difficile puisque les choses elles se ressemblent beaucoup. Donc c'est bien de se faire une petite fiche synthétique sur les propriétés de chaque partie du tube digestif. Alors, déjà, on va commencer par une définition de l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle, c'est la portion tubulaire du tube digestif qui va s'interposer entre l'estomac et le gros intestin. Donc, c'est un segment du tube digestif qui est assez long. Il fait environ une dizaine de mètres. Donc, il est composé de 3 parties, duodénum, jejunum, iléum. Rien que pour le jejunum et l'iléum, on a 6 à 7 mètres. Donc, c'est une portion qui est assez longue, mais c'est un volume réduit. Grâce à un système de plicature, on va voir qu'il y aura des anses et on va caractériser ces anses. C'est donc des anses intestinales, c'est des flexuosités que décrit l'intestin. Donc, c'est à son niveau, donc d'un point de vue fonctionnel, à son niveau se fait la majeure partie de l'absorption des aliments. Donc, je vous avais dit hier qu'au niveau de l'estomac, on avait le bol alimentaire qui était transformé en chyme. Et au niveau de l'intestin grêle, on a le chyme qui est transformé en chyle. Il faut savoir qu'au niveau de l'intestin grêle, il y a un conduit qui s'appelle le conduit thoracique qui est branché sur l'intestin grêle et c'est lui qui va absorber ce chyle. Et il va l'incorporer dans la lymphe. Donc, je vous représente ici l'intestin grêle in situ, cette planche. Donc, c'est cette portion-là du tube digestif, cette portion ici. On peut déjà voir que l'intestin grêle il est entouré par le gros intestin, qu'on va appeler le côlon. Donc, c'est déjà un point important à voir. Voilà. Donc, l'intestin grêle, je vous avais dit qu'il était divisé en 3 parties. On a une première partie qui s'appelle le duodénum. Donc, le duodénum, c'est une partie qui est fixe de l'intestin, donc qui est partiellement fixe, puisque la partie initiale du duodénum, elle est mobile. Ensuite, on a le jejunum, donc ça, c'est une partie qui est complètement mobile du tube digestif. Et ensuite, on a l'iléum, donc c'est 3 parties du tube digestif, et on va les séparer tout à l'heure. Et on les étudiera séparément. Pour l'instant, on va donner des caractéristiques. Vous voyez ici, le duodénum, c'est là. Le jejunum, c'est ça. Et l'iléum, c'est ça en fait. Donc, c'est ces 3 segments-là du tube digestif. Donc, l'intestin grêle, comme je vous l'avais dit hier, il y a un principe général sur la structure des segments du tube digestif. C'est muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse ou fibreuse. Donc, ici, donc la règle, elle est validée avec l'intestin grêle parce qu'il est constitué de 4 tunis concentriques, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et séreuse. Alors, séreuse, c'est du péritone. Ouais, c'est du péritone ici. Alors, donc, il y a quelque chose de particulier dans l'intestin grêle, c'est que dans sa lumière, on va retrouver des plis circulaires donc, qui sont formés par une plicature permanente de la muqueuse. Ces plis, ils ont une dimension de 1 cm. Donc, cette dimension, elle est à connaître. Vous pouvez la rajouter à la liste que j'ai fait hier. Donc, c'est grâce à ces plis que la surface d'échange entre les artères, en fait, qui vont récupérer les nutriments de l'intestin et l'intestin, en fait, cette surface d'échange, elle va être augmentée. Donc, cette muqueuse aussi, elle va se disposer en villosité. On va voir plus loin qu'est-ce que c'est les villosités intestinales. Elle va se disposer en crypte et en glandes intestinales. Les cryptes et les glandes, ce n'est pas super important à connaître, mais les villosités, c'est important. C'est des petits poils qui permettent d'augmenter les capacités d'absorption. Donc, qu'est-ce que c'est les villosités intestinales? Donc, c'est des petits plis, donc des petits poils, comme ici, qui sont des évaginations en doigts de gants de la muqueuse et de la lamina propria.
Donc, je vous avais dit hier, pardon, de l'épithélium et de la lamina propria. Je vous avais dit hier que la muqueuse, c'était fait d'un épithélium et d'un chorion. Le deuxième nom du chorion, c'est lamina propria. Donc, ici, on peut dire que c'est des vaginations de la muqueuse. Si vous remarquez, donc là, on a fait un grandissement de chaque villosité. On remarque que dans chaque villosité, il y a une artère, une veine et un conduit lymphatique. Donc, c'est ce système-là qui va permettre donc d'absorber les nutriments. On est d'accord? Une artère, une veine, un conduit lymphatique dans chaque cible. Donc, c'est quoi l'importance de ces villosités? C'est que ces villosités, déjà, ils permettent d'apporter le sang à l'intestin. Désolé, c'est une faute. Donc, c'est l'intestin. Et ils contiennent pour chacune une ou deux artères et une veine centrale. Donc, il y aura toujours une veine, mais les artères, ça peut être variable, une ou deux artères. Donc, il y a aussi un conduit lymphatique qui assure le drainage initial de l'intestin. Désolé, c'est encore une faute. Donc là, je vous montre un grandissement des vaisseaux villositaires. Donc, on voit ici l'artère, la veine, le conduit lymphatique central. Donc, ça, c'est un schéma dans votre colis. On voit ici l'intestin grêle avec les plis circulaires. Donc, l'artère qui va irriguer notre viscère et le méso. Juste une petite précision concernant les artères et les veines. On dit une artère irrigue et une veine draine. Donc, si on vous dit quelle artère draine tel organe, c'est faux. Donc, on dit une artère irrigue un organe et une veine draine un organe. Ça, c'est un schéma dans votre poly aussi. On vous montre les nœuds lymphatiques. Donc, on met veine drainant le viscère et artère irriguant le viscère. Hein? Il y a plusieurs schémas dans la page. Ouais. Il y a plusieurs schémas, il me semble. Ouais. Alors, on va parler maintenant de la musculeuse. La musculeuse, elle est formée de deux couches. Une couche circulaire qui est interne et une couche qui est longitudinale externe. Ça, c'est valable pour tous les segments du tube digestif, à l'exception de l'estomac, où on a vu qu'il y avait trois couches. Donc, une couche longitudinale externe, une couche circulaire moyenne et une couche oblique interne. Et cette couche, elle existait seulement de l'incisure angulaire à l'incisure cardiaque. C'est bon? Ok. On va parler maintenant de la séreuse. Donc, la face antérieure du duodénum est recouverte du péritoine. Donc, ça, c'est à connaître. Je n'ai pas trouvé de schéma pour le représenter. Donc, il faut savoir que sur le duodénum, il y a l'insertion d'un méso qu'on appelle le mésentère. Donc, le mésentère, c'est le méso de l'iléum et du jéjunum. Donc, si je vous représente un peu la constitution de ces mésos, on a le méso du duodénum qui relie le duodénum à la paroi postérieure. Ensuite, on a le mésentère qui va relier le jéjunum et l'iléum au duodénum. C'est bon, on est bon sur ça? Ok. Le mésentère, c'est le méso du jéjunum et de l'iléum. Juste une petite précision sur le mésentère. Sur les mésos, en fait, les mésos, ils sont richement vascularisés. Chaque méso contient des artères et des veines, il faut le savoir. Et c'est notamment à leur niveau que vont se faire les anastomoses entre les artères qui irriguent le tube digestif. Donc, il faut savoir que la face postérieure du duodénum, elle est accolée au pancréas. Donc, ici, on voit le pancréas en vert et on voit que derrière le duodénum, on trouve le pancréas. Donc, la face postérieure du duodénum, elle est accolée au pancréas. On le voit ici sur un schéma de votre peau, que le pancréas se trouve juste derrière le duodénum. Ok. Maintenant, ça, c'était sur la situation du duodénum. Maintenant, on va passer à des généralités. Donc, première chose à savoir, c'est que le duodénum, c'est la première partie du tube digestif. Il faut le savoir. Donc, autre chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le duodénum, il est complètement fixe. Il est globalement fixe, sauf à son extrémité initiale qui est mobile. En fait, tous les endroits du duodénum qui sont recouverts de séreuse, donc de péritoine, sont fixes. Et comme son extrémité initiale n'est pas recouverte de séreuse, donc son extrémité initiale est mobile. Comme je l'ai représenté sur la diapositive d'avant, on voit que le duodénum, il a compris les trois quarts d'un cercle qui encadrent la tête du pancréas. Ok. Il faut savoir que le pancréas, il a deux, comme on ne va pas le faire aujourd'hui, mais la tête du pancréas, en fait, c'est toute cette partie-là. Avant les gros vaisseaux artériels et veineux de l'abdomen, on parle de tête. Après, on parle de queue. Queue du pancréas. Ok. Alors,
Ici, je vous représente encore une fois le duodénum. Donc, il faut savoir que le duodénum, il commence au flanc droit de la première vertèbre lombaire. Donc, c'est à ce niveau-là que se trouvait le pylore. Le pylore, je vous rappelle que c'est un petit sphincter qui ferme l'orifice inférieur de l'estomac. Donc, ce sphincter, il est formé de la couche circulaire, par une condensation de la couche circulaire de la musculature de l'estomac. Et donc, ce duodénum, il va se terminer au flanc gauche de L2. On va appeler ça l'angle duodéno-jéjunal, c'est-à-dire la jonction entre le duodénum et le jéjunum. Est-ce que c'est bon? Ok, maintenant, on va étudier les rapports du duodénum. Premier rapport qu'on a vu déjà tout à l'heure, c'est que le duodénum, il est en rapport en arrière avec la tête du pancréas. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est que le duodénum, il est situé à droite de l'estomac et en bas de l'estomac. Puisque l'estomac, il commence à T10, T11, il finit à environ L1, alors que le duodénum, il est compris entre L1 et L4. On va le revoir. Ok, le duodénum, on va le diviser en 4 parties. Donc, on va les appeler D1, D2, D3 et D4. D1, c'est aussi appelé la partie ascendante du duodénum, pardon, la partie supérieure du duodénum. D2, c'est appelé la partie descendante du duodénum. D3, c'est appelé la partie horizontale du duodénum. Et D4, c'est appelé la partie ascendante. Je vous les représente ici. D1, c'est cette portion-là, donc elle est petite et on voit qu'elle est légèrement ascendante. C'est pour ça qu'on va l'appeler. Donc, elle est légèrement ascendante. Et on remarque ici sur ce schéma qu'elle est légèrement dilatée à son origine. Et donc, c'est cette portion dilatée-là qui est généralement le siège des ulcères. Il faut le savoir. Le deuxième duodénum, il est descendant. On va voir qu'il reçoit les conduits biliaires et pancréatiques. On va faire un point sur ça tout à l'heure. Le troisième duodénum, il n'y a pas grand-chose à savoir sur lui, à l'exception qu'il croise la colonne vertébrale à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire. Et le quatrième duodénum, il faut juste savoir qu'il est ascendant et qu'il se termine à la hauteur du flanc gauche de L2. On va les analyser. Donc, la partie supérieure du duodénum. Donc, ici, je vous parle de D1. Cette partie supérieure du duodénum, elle fait directement suite au pylore. Le pylore se trouve ici, en 12, et donc elle est directement accolée au pylore. Donc, cette partie du duodénum, comme je vous l'ai dit, elle est légèrement ascendante de gauche à droite. Elle a une portion dilatée qui s'appelle l'ampoule duodénale, et c'est le siège habituel des ulcères. Il faut attention à ne pas confondre entre ampoule duodénale et papille duodénale. Ampoule duodénale, c'est l'origine dilatée du premier duodénum, alors que papille duodénale, c'est l'orifice d'abouchement des conduits biliaires et pancréatiques. Là, je vous représente un ulcère. Donc, il y a deux points de faiblesse, un au niveau de l'estomac et un au niveau de l'ampoule duodénale, où se produisent généralement les ulcères. Maintenant, on va parler du deuxième duodénum. Donc, le deuxième duodénum, il est très important fonctionnellement, puisque c'est lui qui va recueillir la bile. Comment ça se fait? Alors, vous savez que la bile, elle est sécrétée par le foie. Attention, piège super fréquent. La bile, ce n'est pas sécrété par la vésicule. La vésicule, c'est juste un réservoir qui contient la bile. D'ailleurs, en médecine chinoise, on compare le foie au mari, donc c'est lui qui produit l'argent, et la vésicule biliaire, on la compare à la femme, celle qui stocke et qui gère l'argent. Donc, le deuxième duodénum, il est important puisqu'il reçoit l'abouchement des conduits biliaires et pancréatiques. Donc, ces deux conduits, alors, les conduits biliaires, ils proviennent de la vésicule biliaire, et les conduits pancréatiques, ils proviennent du pancréas. Peut-être qu'ils sont représentés là, dans ces conduits. Donc, vous voyez ici le conduit hépatique commun, okay, c'est un conduit biliaire. Et il y a un autre conduit qui traverse complètement le pancréas, donc là on ne le voit pas. Mais en tout cas, il faut savoir que ces conduits, ils s'ouvrent ici, au niveau du deuxième duodénum. Ok. Alors, donc il y a deux orifices qui permettent l'abouchement de ces conduits. Les papilles duodénales majeures et mineures. Il faut savoir que la papille duodénale mineure, elle est plus haute que la papille duodénale majeure. Donc c'est à savoir. Juste vous faire un petit rappel sur les voies biliaires. Il faut savoir que, alors, c'est mieux de le voir sur le schéma. Oui, on a des conduits du pancréas, des conduits du foie et des conduits de la vésicule biliaire. Le conduit du foie, il s'appelle le conduit hépatique commun. Donc, ici, je parle bien sûr des conduits biliaires. Ce conduit hépatique commun, il va se réunir avec le conduit cystique. Le conduit cystique, c'est celui-là en 18. La réunion des deux, ça va former le conduit col-doc. Ok? On est bon? Hépatique commun plus cystique donne le col-doc. Le col-doc, il va se réunir à son extrémité distale avec le conduit pancréatique principal.
Et, ouais, c'est bon. Et ils vont s'ouvrir tous les deux au niveau de la papille duodénale majeure. Il y a un autre conduit qu'on va appeler le conduit pancréatique accessoire. Donc lui, il va s'ouvrir au niveau de la papille duodénale mineure. Ça, c'est pas super important à connaître. On est bon. Hépatite commun plus cystique donne col-doc. Col-doc se réunit avec le conduit pancréatique principal. Et les deux, ils se trouvent au niveau de la papille duodénale majeure. Partie horizontale du duodénum, donc elle n'est pas super importante. Il faut savoir qu'elle croise la colonne vertébrale au niveau de L4. Et c'est tombé en L. Juste L4, c'est le repère de quoi? Vous savez? Non, la rate est juste après. Un sur la rate. Troisième duodénum. Hein? Oui, troisième duodénum. Mais c'est le repère de quoi sinon? Terminaison de la horte, ouais. Et il y a une autre chose qu'on voit dans le chapitre 1. Non, l'œsophage, c'était liste 11. C'est l'ombilique. L'ombilique, ouais. L'ombilique se trouve au niveau de L4. Il faut le savoir. Juste une chose concernant la rate, qui n'est pas dite dans le poli, il faut savoir que la 10e côte, on l'appelle la côte splénique. Ça connaît. Hein? C'est dit dans le poli, hein? Bon, en tout cas, 10e côte, c'est la côte splénique. Ok, maintenant la dernière partie du duodénum. Donc, c'est la partie ascendante, on l'appelle D4. Donc, elle va se commencer au niveau de, du D3 ici, et elle va se terminer au niveau de l'angle duodéno-jéjunal à la hauteur du flanc gauche de L2. Donc, premier duodénum, flanc droit de L1, quatrième duodénum, flanc gauche de L2, troisième duodénum, L4. Ok. Alors, le jéjunum et l'iléum. Donc, je vous ai dit que c'était les 2 et 3e parties. Donc, ces parties sont mobiles de l'intestin grêle. Ils font 6 à 7 mètres, donc ils sont longs de 6 à 7 mètres. Et ils vont s'étendre de l'angle duodéno-jéjunal au caecum. Le caecum, c'est la première partie du gros intestin. Donc, ici, on a le duodénum. À ce niveau-là, on a le jéjunum qui commence. Et lorsque les anses commencent à devenir horizontales, on parle d'iléum. Cet iléum va se terminer au niveau du gros intestin. Ok. Maintenant, des généralités sur le jéjunum et l'iléum. Comme on le voit sur le schéma précédent, le jéjunum et l'iléum se trouvent en dessous du côlon transverse. Ici, le côlon transverse qui a été réséqué, mais on le voit quand même. Jéjunum et l'iléum sont en dessous du mésocolon transverse. Du coup, on peut dire qu'ils se trouvent dans l'étage sous-mésocolique de la cavité abdominale. Donc, ces intestins, en fait, ce jéjunum et cet iléum, ils vont former des anses. Donc, les premières anses, c'est les anses du jéjunum. Ces anses du jéjunum, elles sont donc supérieures, elles sont hautes et elles sont horizontales. Ok? Donc, elles sont comme ça, ces anses. Alors que les dernières anses, elles sont basses, elles sont droites et elles sont verticales, comme ça. C'est bon pour tout le monde, cette partie? Ok. On va passer au mésentère. Donc, le mésentère, je vous avais dit tout à l'heure que c'était une formation séreuse donc, qui reliait le jéjunum à la paroi abdominale postérieure. Donc, le mésentère, en fait, pour ne pas dire le mésojéjunum, on dit le mésentère, mais c'est la même chose. Donc, il faut savoir que ce mésentère, il contient les artères et les veines mésentériques supérieures. Alors, il faut savoir qu'il y a deux veines et 2 artères principales de l'intestin. C'est artère mésentérique supérieure, artère mésentérique inférieure. L'artère mésentérique supérieure, elle naît au niveau de l'aorte, à la hauteur de la première vertèbre lombaire, il faut le savoir. Et l'artère mésentérique inférieure, elle naît de l'aorte au niveau de la 3e vertèbre lombaire. Donc l'artère mésentérique supérieure, c'est elle qui vascularise l'intégralité de l'intestin grêle et une partie du gros intestin. L'artère mésentérique inférieure, c'est elle qui vascularise la partie gauche du gros intestin. Donc je vous le représente ici. On voit que ce mésentère contient plein d'artères. C'est ces artères qui vont vasculariser le jéjunum. Ça va trop vite ou... Ok, ça va. C'est pareil. Alors, le vaisseau, c'est artère. Oui, c'est ça. En fait, il y a pas vaisseau. Quand on parle de vaisseau, c'est artère, conduit lymphatique et veine. Non, je vais aller plus doucement. Alors,
très importante. C'est l'artère. Alors, est-ce que vous voulez que je reprenne déjà la partie que j'ai faite? Parce que ça va trop vite. Ok, bah ça va. On reprend du jéjunum. Hein? On va prendre. Ça va, bon, ok. Donc, il y a deux artères principales du tube digestif. Deux artères qui sont importantes. L'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Donc, ce n'est pas marqué dans votre folie, mais il faut le savoir. Artère mésentérique supérieure, artère mésentérique inférieure. Artère mésentérique supérieure, c'est cette petite artère qui a été sectionnée. Donc, elle naît de l'aorte au niveau de la première lombaire. On est bon. Artère mésentérique inférieure, cette artère-là, ok, elle naît de l'aorte au niveau de la troisième lombaire. Ok. L'artère mésentérique supérieure, elle vascularise tout l'intestin grêle. Tout l'intestin grêle. Elle vascularise le caecum, le côlon ascendant et les deux tiers droits du côlon transverse. Ouais, ça il faut le savoir. Caecum, côlon ascendant, caecum. En fait, toute la partie qui est à droite, en gros. Plus le jéjunum et l'ilium. L'artère mésentérique inférieure. L'artère mésentérique inférieure, elle vascularise les deux tiers, le tiers gauche du côlon transverse, le côlon descendant, le rectum et le canal anal. Donc le reste du territoire, toute la partie gauche en gros, à l'exception du jéjunum et de l'ilium. Alors, mésentérique supérieure, jéjunum ileum, caecum, côlon ascendant, deux tiers droits du côlon transverse. Hein? Non, c'est supérieur. Les tiers gauche du côlon transverse. Non, on s'arrête à deux tiers droits du côlon transverse. À partir du tiers gauche du côlon transverse, c'est l'artère mésentérique inférieure. Hein? Donc, mésentérique inférieure, tiers gauche du côlon transverse, côlon descendant. Rectum. Vous savez quoi? Je vais le montrer sur le schéma. Regardez. Jusqu'à là, pardon, c'est artère mésentérique supérieure. Et à partir de ici, c'est artère mésentérique inférieure. Ok? Jusqu'à là, mésentérique supérieure. Et tout le reste, jusqu'à la mésentérique supérieure. Donc tout ça, mésentérique supérieure. Et à partir de ici, mésentérique inférieure. Voilà. Est-ce que je veux juste. Bon, regarde, si tu as un problème de batterie, un truc, tu me le remets. Juste pour information, donc ici, je vous ai mis le planning de cet après-midi. Ok, récupérez, je vous mets sur le groupe. Et dehors, je vous ai mis, pour ceux qui n'ont pas encore eu, une fiche générale qui est validée par le docteur Sibon. Une fiche générale sur l'UE5. J'en imprime au fur et à mesure. Quand vous n'en avez pas, j'en réimprime. Demain, j'en réimprimerai. Et ça, okay. C'est bon, on est bon pour les artères? Mésentérique. On va passer maintenant au gros intestin. Donc, qu'est-ce que c'est le gros intestin? Ok, ça va, parfait. Le gros intestin, donc c'est la partie terminale du tube digestif. Donc, ce gros intestin, il va s'étendre de l'ilium à l'anus. Donc, c'est la dernière portion, en fait, qui va conduire les aliments depuis l'intestin grêle jusqu'à l'extérieur. Donc, il a la forme d'un cadre. Ce cadre, on l'appelle le cadre colique. Ce cadre colique, on le voit ici. Donc, premier côté, deuxième côté, troisième côté, quatrième côté. Donc, c'est un cadre qui est ouvert en bas.
Donc c'est à son niveau que se fait l'absorption des aliments qui n'ont pas été absorbés au niveau du graine. Donc c'est aussi à son niveau que ces résidus-là sont transformés en matière fécale. Et ensuite, ces matières fécales sont propulsées vers l'anus grâce à des contractions musculaires. Il faut savoir que ces contractions elles sont involontaires. Alors, le côlon il est divisé en 6 parties. On a le caïcum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon héliopelvien, le rectum. Je vous les ai représentés ici. Caïcum, c'est là. Côlon ascendant ici, côlon transverse ici, côlon descendant ici, côlon héliopelvien ici, rectum ici. Alors, en fait, le côlon héliopelvien comporte 2 choses, le côlon iliaque et le côlon sigmoïde. Donc, ouais. C'est en fait le côlon sigmoïde, c'est une partie du côlon héliopelvien. Ok. Alors, ça c'est au plan topographique. Au plan topographique, on a ces 6 choses. Maintenant, au plan vasculaire, donc, lorsqu'on va systématiser les organes du tube digestif en fonction des artères qui les irriguent, on va distinguer un côlon droit et un côlon gauche. Le côlon droit, en fait, il va être vascularisé par l'artère mésentérique supérieure. Le côlon gauche, il va être vascularisé par l'artère mésentérique inférieure. Je vous le représente ici. Donc là, on a l'artère mésentérique supérieure. Et là, on a l'artère mésentérique inférieure. Donc on voit que tout ce qui est à droite, c'est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure. Donc jusqu'à environ ici. On considérera que ce sera l'artère mésentérique supérieure. Et toute cette partie-là, ça va être l'artère mésentérique inférieure qui va le vasculariser. C'est important de regarder que ici, on a une anastomose. Vous savez ce que c'est une anastomose? C'est lorsqu'en fait deux artères se joignent. Par exemple, si j'ai une artère là et une artère là, ça s'appelle une anastomose. Ouais, c'est une jonction en gros. Et là, l'anastomose, elle est ici. Ici, on a l'artère mésentérique inférieure. Ici, on a l'artère mésentérique supérieure. Et ce cercle artériel, ça va être l'anastomose entre les deux. C'est le moyen de relier les deux. Alors, au plan vasculaire, donc dans le côlon droit, on aura, comme je vous l'avais dit, le caïcum, côlon ascendant, 2 tiers du côlon transverse, les 2 tiers, bien sûr, les 2 tiers droits du côlon transverse, et cet organe il va être vascularisé par l'artère mésentérique supérieure. De l'autre côté, donc du côté gauche, on va avoir le tiers gauche du côlon transverse, c'est bon? Le côlon descendant, iliopelvien et rectum. Ouais, l'appendice, alors, l'appendice fait partie du caïcum, je pense. Ouais, et je ne sais même pas si ça va se clarifier l'appendice. Sûrement, mais on en parle très, très peu dans le poly. On va juste voir les positions. C'est l'appendice. Alors, ça, c'est l'appendice. On va appeler l'appendice vertiforme, et ouais, l'inflammation, c'est l'appendicite. Alors, le côlon, il y a 3 choses qu'on va étudier dans le côlon. Ça va être ses bosselures, ses appendices et ses bandelettes. Donc, on va détailler, on va visualiser ces 3 types de choses. Donc, les bosselures du côlon. On remarque que le côlon, il est complètement bosselé sur sa surface. Donc, on voit ici une bosse. Et on remarque que ces bosses, ils sont chacune séparées de sa voisine grâce à une incisure. Okay, donc, bosselure, incisure, ça suit ce même schéma jusqu'au rectum où il n'y a plus de bosse parce que le rectum il est complètement lisse. Maintenant, dans la lumière de l'intestin, du côlon, ces incisures ils vont former ce qu'on appelle des plis semi-lunaires. Okay, ces plis semi-lunaires-là, ils sont formés à partir des incisures de l'extérieur. À ne pas confondre avec les plis de l'intestin grêle qui sont beaucoup plus grands que les plis de l'intestin grêle. Ils font 1 cm, alors que vous savez, ils sont très petits. On va parler maintenant des bandelettes. Donc, on voit ici, sur ce schéma, que le gros intestin, dans toute sa longueur, il est recouvert de bandelettes. Ces bandelettes, on va les appeler les bandelettes coliques. Ces bandelettes coliques, tu vois les bandelettes? Ouais, c'est ça en fait. Voilà. C'est une bandelette. Alors, parce que les 2 autres sont postérieurs. Donc, on va pas les voir. Alors, les bandelettes.
Donc ces bandelettes, il faut savoir qu'elles ont une largeur d'environ 1 cm. Maintenant, du caecum jusqu'au côlon iliopelvien, on va avoir 3 bandelettes. Une antérieure et 2 postérieures. Donc une en avant du gros intestin et 2 en arrière. Maintenant, au niveau du côlon iliopelvien et jusqu'au rectum, on en aura 2. Et à partir du rectum, on en aura plus. Donc, caecum jusqu'à iliopelvien 3, iliopelvien jusqu'à rectum 2, et au niveau du rectum 0. Le rectum ne présente aucune caractéristique en fait du gros intestin. Donc, ces bandelettes, on les voit ici. Il y a une autre chose qui est remarquable sur le côlon, c'est ce qu'on appelle les appendices épiploïques. Ces appendices épiploïques, on les appelle aussi les taanaspoliques. Donc, c'est ça à savoir. Donc, en fait, c'est des petits morceaux de blanc en fait, qui s'insèrent sur le côlon. On remarque sur ce schéma que ces appendices épiploïques, ils sont de plus en plus nombreux lorsqu'on va vers la gauche. Donc, je vous ai représenté ici la flèche. Plus on est sur le côté, plus on a d'appendices épiploïques. Ça veut dire que le côlon ascendant, le côlon descendant, il aura plus d'appendices épiploïques que le côlon ascendant. Donc, ces franges adipeuses qu'on les voit ici sont représentées en 6 et s'insèrent sur les bandelettes. C'est quoi l'appendice vermiforme? L'appendice vermiforme, on va le voir plus tard. C'est simple. C'est les appendices qu'on connaît. Alors, on va parler maintenant des dimensions du côlon. Le côlon, il a une longueur de environ 1,5 m, enfin une longueur comprise entre 1,5 m et 1,8 m. Alors, je vous rappelle juste les longueurs qu'on a vues dans ce cours. Jejunum ileum, 6 à 7 m. L'épaisseur des valvules connivantes, 1 cm. L'épaisseur des bandelettes, enfin la largeur des bandelettes, 1 cm. Et je pense que c'est tout. Vous voulez que je vous rappelle les dimensions de ce qu'on a vu hier? Trachée, œsophage, pharynx. Très bien. Sinon, il y avait quoi d'autre hier? Pharynx, la largeur du pharynx, ouais, c'est 2. 5,2, ouais, exactement. Donc, maintenant, la longueur, elle peut varier, 1,5 m, 1,8 m. Par contre, son diamètre, il est décroissant. Donc, en fait, son diamètre, il est d'abord décroissant et ensuite croissant. Du caecum au côlon iliopelvien, il est décroissant. Donc, au niveau du caecum, il fait 8 cm. Et au niveau du côlon iliopelvien, il fait 3 à 4 cm. Et après, ce diamètre il va encore croître au niveau du rectum, où il fait 6 cm. Donc, 8 cm au niveau du caecum, 3 à 4 cm au niveau de l'iliopelvien, et 6 cm au niveau du rectum. Bien à connaître. Donc, on va voir plus tard que cette portion dilatée du rectum, qui fait 6 cm, on va l'appeler l'ampoule rectale. Ok. Maintenant, donc, juste une petite précision. Il peut y avoir des variations pathologiques. Donc, on peut avoir des côlons extra longs, on va appeler ça des dolicolons. Et des côlons extra larges, on va appeler ça des mégacolons. C'est à connaître, c'est dans le poly. Ok. Maintenant, on va passer au caecum. Qu'est-ce que c'est le caecum? Donc, c'est ce que je vous représente ici. Donc, ce caecum, en fait, c'est une poche qui se trouve à la base du gros intestin. Donc, c'est la portion initiale du gros intestin. Donc, ce caecum, il est limité en bas par l'appendice vermiforme. Il est limité en bas par l'appendice vermiforme. Et en haut, sa limite, en fait, avec le côlon ascendant, c'est le flanc qui passe par le bord supérieur de la jonction ilio-caécale. On est bon? Donc, c'est quoi la définition du caecum? C'est ça. En bas, l'appendice vermiforme. Et en haut, le flanc qui passe par le bord supérieur de la jonction ilio-caécale. On est bon? Ok. Juste une autre chose, c'est que ce caecum, il est situé ici. Donc ici, face iliaque droite. On va passer maintenant à l'appendice vermiforme. Donc cet appendice, de quoi il est fait? Donc cet appendice, il est fait de la réunion des 3 bandelettes
du caïcou. Ces trois bandelettes qui vont se réunir à sa base, ils vont former cette petite appendice qu'on va appeler l'appendice vermiforme. Généralement, l'appendice vermiforme, il va se trouver en position, il sera généralement en avant et en dedans du caïcou. On peut le retrouver dans d'autres positions, donc ça c'est sa position la plus générale. On peut la retrouver aussi en position rétrocaïcale, c'est-à-dire en arrière du caïcou, ou mésosoliaque, c'est-à-dire orienté vers le haut comme ici. C'est bon? Pour l'appendice vermiforme, on est bon? Ok. Donc, le caïcou, il présente deux orifices. Donc, il est ouvert au niveau de deux parties. Au niveau de cette partie-là, ça va être au niveau de la jonction. Donc, au niveau de cette donc le caïcou est ouvert au niveau de deux niveaux. Au niveau de ce niveau-là, à ce niveau-là, ça va s'appeler l'ostium iliocaïcal. Et à ce niveau-là, ça va s'appeler l'orifice de l'appendice vermiforme. On est bon? Il y a deux niveaux. Ce cours, c'est un des plus durs de l'année. Hein. Si vous êtes un peu perdu, c'est normal. Ouais, c'est un des plus. En fait, c'est un des plus lourds en fait, parce qu'il y a tout qui se ressemble. Moi, j'avais l'impression que tout se ressemblait, donc en plus, on étudie des cours, donc c'est pas super intéressant, mais bon, c'est à connaître. Après, les annales, ils sont pas super durs. Hein. C'est quoi l'iléum? Donc, l'iléum, c'est la. Donc, l'iléum, c'est la troisième partie mobile de l'intestin grêle. Iléon? Non? Ah, iléum, c'est l'iléum. C'est la même chose que l'iléum. En fait, dans la police, c'est marqué iléum. Ok, maintenant on va parler du côlon ascendant. Donc ce côlon ascendant, il va partir du caïcou, il va se terminer au niveau d'un angle. Cet angle, on va l'appeler l'angle colique droit. Ok. Donc ce caïcou, ce côlon ascendant, il va s'étendre en fait de la région de la fosse iliaque jusqu'à l'hypocondre droit. On est bon sur ça? Ouais. Il va se terminer donc, à sa terminaison, il va être engainé entre le foie et le rein qui est en arrière. D'accord? Donc, l'angle colique droit, qui se trouve entre le foie et le rein droit. Alors, vous voulez qu'on fasse donc, entre la face viscérale du foie. Donc, le foie, il y a trois faces. Une face viscérale, donc qui est en contact avec les viscères de l'abdomen. Une face diaphragmatique, qui est au contact du diaphragme. Une face postérieure, qui est au contact du rein. C'est la première. C'est laquelle? Les polypes des angles. De quoi? Pas encore fait une bactériologie, c'est non, on l'a jamais fait. Peut-être qu'on m'a jamais fait. Je sais pas, je vais faire toi. Hein? Mais parce que là, je prends de l'avance. Donc, du coup, elle va rattraper. On verra. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse un point pour l'instant sur ce qu'on a vu? Les points les plus importants. Donc, on part du duodénum. Le duodénum, pardon, on parle de l'intestin grêle. L'intestin grêle, il est divisé en trois parties. Duodénum, jéjunum, iléum. Duodénum, il est composé lui-même de 4 parties. D1, D2, D3, D4. D1, c'est légèrement ascendant. Au niveau de D1, il y a les ulcères. Au niveau de D2, donc c'est la partie descendante, abouchement des conduits biliaires et pancréatiques. D4, D3, quatrième vertèbre lombaire. D4, deuxième vertèbre lombaire. Il faut se rappeler ça. Le D4 se termine au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Jéjunum iléum, long de 6 à 7 mètres. Ok, première chose à savoir. Le jéjunum, il a des anses qui sont horizontales. L'iléum, il a des anses qui sont horizontales. Ok? Donc,
jejunum, les anses qui sont verticales, pardon, horizontales, ileum, anses qui sont verticales. L'artère mésocolique, hein? C'est qui ça, là? Ouais, c'est marqué dans le groupe. Alors, il y a deux artères principales du tube digestif. Les entériques supérieures, les entériques inférieures. Les entériques supérieures, ça naît au niveau de L1. Les entériques inférieures, ça naît au niveau de L3. Les entériques supérieures, ça vascularise duodénum, jejunum, ileum. Et ça vascularise aussi le caecum, le côlon ascendant et le 2/3 droit du côlon transverse. Hein? Ouais, ça c'est marqué. Ouais. Mésentérique inférieur, tiers droit du côlon transverse, côlon descendant, rectum et canal anal. On est bon? Maintenant, caecum. Le caecum, ici, on va passer au gros intestin. Caecum, portion initiale du gros intestin. Le caecum, il est situé dans la fosse iliaque droite. Il est recouvert de 3 bandes d'air coliques. Ok? Il a une largeur de 8 cm. C'est bon? Et à sa base, il y a l'appendice vermiforme. C'est tout ce qu'il faut à peu près savoir sur cette partie-là. C'est quoi la différence entre la fosse iliaque droite et le côlon ascendant? Alors, fosse iliaque, c'est une région. Côlon, c'est l'organe. Ouais. Alors, le côlon transverse. Alors, le côlon transverse, donc, il est situé transversalement au niveau de l'appareil digestif. Donc, il est situé dans l'hypocondre droit, dans l'épigastre et dans l'hypocondre gauche. Ok? Donc, ce côlon transverse, il a une importance, il est très important, puisqu'il va séparer la cavité abdominale en deux parties. En haut, étage sus-mésocolique, en bas, étage sous-mésocolique. Donc, ce côlon transverse, il va se terminer au niveau de cet angle-là, qu'on va appeler l'angle colique gauche. Je vous rappelle que l'angle colique droit, il était compris entre le foie et le rein droit. L'angle colique gauche, il est compris entre la rate, qui est ici, et le muscle diaphragme, qui est là. Ok, donc il est à ce niveau-là. Il faut savoir que cet angle colique gauche, il est plus aigu et il est plus fermé que l'angle colique droit. Donc si je vous dis en QCM, angle colique gauche plus fermé que son homologue contralatéral, c'est juste. Donc le côlon transverse. Le côlon transverse, comme je vous l'ai montré, il longe la grande courbure de l'estomac. Donc juste sur la grande courbure de l'estomac, il y a quoi qui s'insère? Il y a quoi qui s'insère sur la grande courbure de l'estomac? Là. Là. La côte de l'estomac? Ouais. Ah, de l'estomac, c'était pas le rectangle? Non, c'est pas le rectangle? Non, c'était pas. Qu'est-ce qui s'insère sur la grande courbure de l'estomac? Ah, si. Exactement, le grand omentum qui s'insère sur la grande courbure de l'estomac. Et à droite de la petite courbure, qu'est-ce qu'on trouve? La région cœliaque. La région cœliaque. Dans cette région cœliaque, il y a quoi? Aorte, veine cave inférieure, nerf végétatif, nerf vague. Non, vraiment, c'est que nerf vague et la fascie. Ouais, alors, le côlon transverse, il y a une autre chose. Il y a une autre chose qui s'insère sur la grande courbure de l'estomac. Donc, c'est le ligament gastrocolique. Ce ligament gastrocolique qui relie donc, le côlon transverse à l'estomac. Okay, donc, on avait vu hier que l'estomac, il avait 4 ligaments. Donc, tout à l'avant du cours, il avait 4 ligaments. Un de ces ligaments, c'est le ligament gastrocolique. Donc, le côlon transverse, il décrit une courbe qui est concave vers le haut. Donc, on voit ici la concavité de la courbe. Si on regarde par ici, donc elle est concave vers le haut. Et parfois, chez certains individus, l'ombilic peut se placer au-dessus du sommet de cette courbure. Donc, le sommet de la courbure du côlon transverse peut être placé au-dessous de l'ombilic. Alors, une seconde. On va parler maintenant du mésocôlon transverse. Donc, le mésocôlon transverse, c'est un méso qui sépare la cavité abdominale, ce méso, il contient l'anastomose entre les artères mésentériques supérieures et inférieures.
Ici, on a l'artère mésentérique inférieure. Ok, là. Ici, on a l'artère mésentérique supérieure. Et ici, on a l'anastomose entre les deux. Ok, vous voyez bien? C'est dans le mésocolon transverse. Ce mésocolon, donc cette arcade anastomotique, on l'appelle arcade anastomotique de Rioland. Il faut le savoir. Arcade anastomotique de Rioland. Ok, donc ce mésocolon transverse, il relie le colon transverse au plan postérieur. Il faut savoir que le colon transverse, il est mobile. Alors, je fais un rappel. Duodénum, il est partiellement fixe. Jejunum ileum, c'est mobile. Caecum, c'est mobile. Colon ascendant, c'est fixe. Colon transverse, c'est mobile. Donc, je reprends. Duodénum, c'est partiellement fixe. Jejunum ileum, c'est mobile. Caecum, c'est mobile. Colon ascendant, c'est fixe. Colon transverse, c'est mobile. Et descendant, c'est fixe. Iliopelvien, c'est partiellement fixe. En fait, le colon iliaque, il est fixe. Le colon sigmoïde, il est mobile. Et ensuite, le rectum et le canal anal, c'est fixe. Le colon ascendant, c'est fixe. Colon transverse, c'est mobile. Colon descendant, c'est fixe. Colon iliaque, c'est fixe. Colon iliaque, c'est fixe. Les colons sigmoïdes, c'est mobile. Ouais, colon sigmoïde, c'est mobile. Alors, on va continuer. On a fini de parler du colon transverse. On va parler du colon descendant. Donc, ce colon descendant, il commence à l'angle colique gauche. Donc, l'angle colique gauche, c'est cet angle qui était au contact du diaphragme et de la rate. Il termine au niveau de la crête iliaque. La crête iliaque, ça appartient à quel os? L'os coxal, très bien. L'os iliaque, ouais, on l'appelle aussi l'os iliaque. Très bien. Et il y a quelle forme en vue supérieure? Il est concave en dedans. Ça va? Il est sur la face iliaque. Il a une forme de... Non, ça c'est l'os. Mais la crête iliaque, elle a une forme de S italique en vue supérieure. Ok. Donc ce colon descendant, il est recouvert par les anses intestinales. Donc, ces anses intestinales, elles sont faites par le jejunum et l'ileum. Je vous rappelle que les anses du jejunum, elles sont horizontales. Donc jejunum horizontal, ileum c'est vertical. Ok. Donc c'est un segment qui est fixe du tube digestif et il est amarré à la paroi postérieure grâce à son méso qu'on va appeler le mésocolon descendant. On va parler maintenant du colon iliopelvien. Le colon iliopelvien, donc, il va commencer à la crête iliaque, puisque la crête iliaque, c'est la terminaison du colon descendant, jusqu'à la troisième pièce sacrée. C'est la jonction recto-sigmoïdienne que je vous ai dit hier. S3, jonction recto-sigmoïdienne. Donc, il est divisé en deux parties. Colon iliopelvien divisé en deux parties. Colon iliaque, c'est en haut, donc depuis la troisième pièce sacrée jusqu'au bord interne d'un muscle. On va voir c'est quoi ce muscle. Et le colon sigmoïde qui va jusqu'au rectum. Donc, on va détailler les deux. Alors, donc le colon iliaque, il a les mêmes propriétés que le colon descendant. Autrement dit, il est fixe. Ce colon iliaque, il est fixé donc au bord postérieur grâce à son méso, donc le mésocolon iliaque. Donc il a cet angle de la crête iliaque, qui est ici, jusqu'au bord interne du muscle grand psoas. Le muscle grand psoas, c'est un muscle long qui s'insère à la fois sur la colonne vertébrale et à la fois sur l'os coxal. Ok, donc de la crête iliaque jusqu'au bord interne
du muscle grand psoas, donc jusqu'ici, on va parler de côlon iliaque. À partir du bord interne du muscle grand psoas et jusqu'au rectum, donc jusqu'à S3, on va parler du côlon sigmoïde. Ce côlon sigmoïde, ouais. Il est parti, Dan. Je crois, j'ai dû partir avec son sac. Ouais. Allez, ça va, merci. Ça va. Bye. Bonne journée. Non, c'est Sacha. Sacha Bocan. Tuteur UE4. Ok, donc le côlon sigmoïde. Le côlon sigmoïde est mobile. Et donc, lui, il a une particularité, il a deux mésos. En fait, son méso, on va le diviser en deux. Une partie qui est verticale médiane, et une oblique. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a son poly de schéma, pour que je le montre, parce que j'ai oublié de le mettre. Voilà, une seconde. Voilà. Donc, le mésosigmoïde, il est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En 6. OK. Et donc, il y a deux racines. Une qui est ici, qui est verticale médiane, enfin qui est oblique, pardon, et une qui est verticale médiane, qui est ici. OK. Très bien. Donc, on a bientôt fini. La vérité, il ne nous reste qu'une page. Donc, voilà. Une page et demie, un peu plus qu'une page et demie. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Ou il faut reprendre? Hein? C'est bon? Le rectum. Donc, c'est le dernier organe qu'on va étudier aujourd'hui. Le dernier organe qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le segment terminal du gros intestin. Donc, ce rectum, il est situé dans le petit bassin. Donc, vous savez, c'est quoi la ligne qui marque la différence entre le grand et le petit bassin? C'est dans le premier chapitre. Donc, c'est un plan qu'on va appeler plan du détroit supérieur. Ce plan du détroit supérieur, il joint l'articulation L5 sacrum et le bord supérieur du pubis. Donc, si je vous le représente, là, j'ai mon sacrum. Là, j'ai mon pubis. Là, j'ai ma colonne vertébrale lombaire. La jonction entre détroit supérieur et détroit inférieur, c'est un plan qui est comme ça. Qui se passe entre l'articulation, entre la cinquième lombaire, la première vertèbre sacrale, et le bord supérieur du pubis. Et ce plan, on l'appelle plan du détroit supérieur. En haut, on a le grand bassin. Et en dessous, on a le petit bassin. Donc, il est très important. Sa dimension, c'est environ de 12 cm. Et s'il est inférieur à 9 cm, c'est un signe de mauvais pronostic obstétrical. On optera pour une césarienne. Donc, ce rectum, il se trouve donc dans le petit bassin, c'est-à-dire, je vous fais ici le plan du détroit supérieur, il est comme ça. Donc, on voit bien que le rectum, il est dans le petit bassin. Donc, il est situé en avant de la colonne vertébrale sacrée et coccygène. Donc, au début, il va décrire une courbe, concave en avant. Cette courbe, elle est comme ça. C'est la courbe que décrit le rectum. Et ensuite, il va décrire une inflexion convexe en avant. Donc, ces deux courbures, il faut les connaître. Donc, courbure concave en avant, prendre la forme du sacrum, et inflexion convexe en avant. Ok, vous êtes bon sur les trucs concaves, convexes? Ouais. Moyen? Non, concave c'est bon. Concave c'est creux et convexe c'est bombé. Il y avait latéral concave. Latéral concave, c'est sur quel coup? Hein? Ah, une courbure. Ah, ça c'est avec la clavicule. Courbure. C'est quoi les courbures de la clavicule juste? Les concaves en avant et les convexes en avant. Non, elle est, sur la face médiale, elle est convexe en avant et sur la face latérale, elle est concave en arrière. Ouais, c'est vrai.
Voilà, convexe en avant au niveau de la face médiale et concave en avant au niveau de la face latérale. Ok. Petite question sur la scapula. La scapula, elle est concave en avant, c'est bon? Oui, sur la face costale. Ok. Donc, le rectum, on va l'utiliser en deux. La partie supérieure, on va l'appeler l'ampoule rectale. Et la partie inférieure, on va l'appeler le canal anal. Partie supérieure, ampoule rectale. Partie inférieure, canal anal. Cette partie supérieure, donc, elle fait environ 12 cm de long et 6 cm de large. Je rappelle les dimensions du gros intestin. Au niveau du caecum, on a environ 8 cm. Au niveau du côlon iléopelvien, on a 3 à 4 cm. Et au niveau du rectum, on a 6 cm de largeur. Et la longueur du gros intestin, c'est entre 1,5 et 1,8 m. Donc, l'ampoule rectale, c'est une portion dilatée du rectum. Elle fait 12 cm sur 6 cm. Elle présente des plis qu'on voit à l'intérieur de sa muqueuse. Donc, c'est ce qu'on va appeler les plis transverses. Okay, donc, les plis transverses, c'est au niveau du rectum, alors que les plis circulaires, c'est au niveau de l'intestin grêle. Donc, on a fini pour le rectum. On va passer maintenant à l'avant-dernière partie. Donc, c'est le canal anal. Le canal anal, il est divisé en 3 parties. Donc, on a l'ampoule rectale, comme ça. Et ensuite, on a le canal anal, qui permet la défécation. Là, on a l'extérieur. Ok. Là, on a donc un orifice, l'orifice anal. Et donc, ce canal anal, il est composé de trois zones. Une zone qu'on va appeler la zone des colonnes anales. Donc, parce qu'il y a plein de petites colonnes dedans. Une autre zone qu'on va appeler le pecten anal, c'est une zone de transition entre les colonnes et l'extérieur. Et ensuite, on va avoir la zone anocutanée. Donc ça, c'est une zone qui est vraiment toute petite. Celle qui fait la transition entre l'intérieur du canal anal et l'extérieur. Cette zone, on peut la toucher en fait. La zone du canal anal, elle est accessible par un toucher anal, un toucher rectal, ce qu'on appelle. Donc les colonnes anales. Ces colonnes anales, dommage qu'on ait moins mal. Je ne sais pas si vous avez les planches, mais en tout cas, c'est ça. Ils sont indiqués par le numéro 10. Ok. Donc, ces colonnes anales, ils sont hautes de 1 cm. Donc, 1 cm, c'était aussi la hauteur des plis circulaires et c'était aussi la largeur des bandelettes du côlon. Donc, ces colonnes anales, elles sont hautes de 1 cm. Chaque colonne, elle est séparée de sa voisine par une dépression qu'on va appeler un sinus. Donc, on a les colonnes. Okay. Et entre chaque colonne, on a un sinus. Ça, c'est un sinus. Maintenant, l'extrémité inférieure des colonnes, okay, c'est ce qu'on va appeler les valvules anales. Okay. Ces valvules anales vont décrire une ligne un peu courbe. Et comme ça, on va appeler ça la ligne pectinée. Okay, donc ici, je vous représente les grandes dimensions du canal anal. Donc ici, on a la zone des colonnes anales. Ici, on a la zone du pecten. Et ici, on a la zone anocutanée. Donc, colonne anale, ça contient environ 6 à 8 colonnes. Ces colonnes, elles sont chacune séparées de l'autre part des sinus. Leur base, c'est les valvules anales. Ces valvules anales, elles décrivent la ligne pectinée. Ok. Donc, juste, il y a 3 lignes dans le canal anal. La ligne supérieure, on va l'appeler la ligne anorectale. Cette ligne, on va l'appeler ligne anorectale. Cette ligne-là, on va l'appeler ligne pectinée. Pectinale.
Cette ligne-là, on va l'appeler ligne anneau. C'est bon sur ces trois lignes? Donc en haut, anneau rectal, pectiné, anneau cutané. Pectiné, là, entre les deux. Pectiné entre les deux. Là, c'est là. Alors, Là, c'est pectiné, c'est en. c'est juste pectiné sans Ok, maintenant on va parler de la muqueuse du canal anal. Donc, je vous avais dit que dans la majorité des organes, on avait un épithélium, une muqueuse qui était faite à partir d'un épithélium qui était prismatique. Maintenant, au niveau de la peau, je vous avais dit que l'épithélium était pavimenteux, stratifié. Non, la peau c'est kératinisé justement. C'est le seul organe avec la cornée où l'épithélium il est kératinisé. Donc, cette fente anale, elle fait communiquer l'intérieur, elle fait la communication entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, il y aura une zone de transition entre deux épithéliums. Cette zone de transition, c'est la zone anocutanée. C'est-à-dire qu'au-dessus de la zone anocutanée, on aura une muqueuse prismatique. En dessous, on aura une muqueuse qui sera formée d'un épithélium qui sera semblable à la peau, c'est-à-dire pavimenteux stratifié. Par contre, il va progressivement se kératiniser vers l'extérieur. Ok. Il faut juste savoir que la sous-muqueuse, elle est riche en nerfs, notamment au niveau du pecten. Donc, au niveau du pecten, il y a beaucoup de nerfs. On va terminer par ça. Donc, les sphincters. Il faut savoir que les sphincters, il y en a deux au niveau du canal anal. Donc, il y a un sphincter qui est strié. C'est le sphincter. Donc, il y a deux sphincters, pardon, déjà. Le sphincter interne et le sphincter externe. Le sphincter interne, c'est un muscle lisse. Et le sphincter externe, c'est un muscle strié. Donc, le sphincter externe, il va s'enchevêtrer avec le muscle élévateur de l'anus. Ok, donc ce muscle élévateur de l'anus, je vous en ai parlé hier, c'est le levator ani. Il fait la séparation entre le pelvis et le périnée. On est bon sur ça? Levator ani, il fait la séparation, en fait, c'est il fait un diaphragme entre pelvis et périnée. En gros, il est là. En gros, il y a exactement. En fait, c'est un muscle qui s'insère sur l'os coxal. En fait, il est percé d'orifices. Il est percé de 3 orifices pour l'urètre, le vagin et le rectum. Donc, en dessous, on va appeler ça le périnée. Et au-dessus, on va appeler ça le pelvis. Ok. Ça s'appelle Levator ani. Levator ani, ouais. Ah, c'est pas attaché? Hein? C'est pas attaché? Levator, loin ani. D'accord. Est-ce que c'est ça le générique là? Le périnée, en fait, c'est la zone la plus basse. C'est une région. Ok, donc ces sphincters sont striés. Donc je vous les représente ici, ces sphincters. Donc, on voit ici que le sphincter interne poursuit la musculature du rectum. Le sphincter interne, c'est la musculature du rectum. Le sphincter externe, pardon, c'est un sphincter qui est comme ça. Okay. Et il est strié. C'est bon? Ouais. Alors, maintenant, on va passer au cul-de-sac. Alors, je vous ai pas fait cette mais donc je pardon de temps, désolé. Donc on va faire ça sur les schémas. Donc les cul-de-sac. Il faut savoir que le péritoine, comme je l'avais dit hier, il se moule sur les parois de l'abdomen.
Maintenant, au niveau de sa limite inférieure. Sur quoi il va se mouler? Il va se mouler sur les organes qui se trouvent dans le pelvis. Ces organes qui se trouvent dans le pelvis, c'est chez l'homme le rectum et la vessie. Et chez la femme, on va rajouter le vagin. Okay, donc, chez l'homme, vessie, rectum. Chez la femme, vessie, vagin, rectum. Hyper important à connaître cet ordre-là. Donc, le péritoine, il va se mouler sur ces organes et il va former des cul-de-sac. En fait, il va prendre la forme et il va former des cul-de-sac. Du coup, on va retrouver du péritoine même au niveau de d'une partie très basse du rectum. Ça veut dire qu'au niveau du canal anal, on peut possiblement retrouver du péritoine qui est complètement collabé à l'intérieur de cet espace. Ce qu'il faut remarquer, c'est que lorsque le péritoine il va se mouler sur ces organes, il va former des cul-de-sac. Ces cul-de-sac, il y en a un qui est important à connaître, c'est le cul-de-sac de Douglas. Okay. Ce cul-de-sac de Douglas, c'est le point le plus déclive de la cavité péritonéale. Ça veut dire que c'est le point le plus bas de la cavité péritonéale. C'est pour ça que lorsqu'il y a des écoulements de sang dans la cavité abdominale, le médecin il va rentrer un doigt à l'intérieur donc, du rectum. Il va essayer de palper ce cul-de-sac de Douglas. S'il y a une petite résistance lorsqu'il palpe, c'est qu'il y a un écoulement de sang, un écoulement hémorragique de sang. Si on n'a pas, c'est que c'est physiologique. On est bon sur ça? C'est bon pour le cul-de-sac de Douglas? Maintenant, chez la femme, donc je vous ai dit que on va ajouter le vagin. Donc, le cul-de-sac, il va faire ça. Ok, donc on a un petit cul-de-sac, c'est le cul-de-sac vésitro-utérin qui se trouve ici. Et aussi, on a un grand cul-de-sac, c'est ce qu'on va appeler le cul-de-sac de Douglas. Okay, il faut juste retenir le cul-de-sac de Douglas. Et donc, c'est la même chose pour l'homme, c'est dans cette partie-là que vont se drainer les corrections hémorragiques lors d'un écoulement, donc lors d'un épanchement de sang. Alors, je vais reprendre 11h15. Oui. Sur le schéma, si on devait placer l'utérus, c'est... Alors, l'utérus, c'est ça. L'utérus, il est ici. C'est cette partie-là, en fait. Et l'utérus, on voit qu'il est inséré dans l'utérus, c'est ça. Le vagin, c'est ça. Ok? Donc, l'utérus, c'est plus haut que le vagin. D'accord? Vous allez revoir bien ça en SP1. Il faut savoir juste que la longueur dans ce poly, on vous dit que la hauteur de la cavité utérine, elle fait 7 cm. Ça va connaître aussi. Voilà, et bon, c'est aussi le cours sur l'appareil génital n'est pas facile à comprendre. Il faut bien visualiser les schémas, donc vous allez revoir ça sûrement avec Benjamin. Ok, ben du coup on a fini. Donc juste je vais reprendre les points les plus importants. Donc on s'est arrêté au caïcum. Jusqu'au caïcum, c'est bon? Ok. Donc on avait dit qu'au niveau du caïcum, il y avait l'appendice vermiforme. L'appendice vermiforme, elle est constituée de 3 bandelettes. Une antérieure, 2 postérieures. Ok. Ces 3 bandelettes, donc il y a une antérieure, 2 postérieures. L'appendice vermiforme, il est généralement en avant et en dedans du caïcum. Mais il peut aussi se retrouver en position rétrocaïcale ou mésosoliale, c'est-à-dire en avant. On a ensuite parlé du côlon ascendant. Donc, côlon ascendant, il faut savoir X, vascularisé par l'artère mésentérique supérieure. Il se termine au niveau de l'angle colique droit. L'angle colique droit, il se trouve entre le rein droit et le foie. Ensuite, on a parlé donc, du côlon transverse. Côlon transverse, il sépare la cavité abdominale en 2 étages. Il a un méso. Ce méso, il contient à la fois les artères mésentériques supérieures et à la fois les artères mésentériques inférieures. Donc, c'est à son niveau qu'il y a l'anastomose entre ces 2 artères par l'arcade de Rioland. D'accord? L'arcade de Rioland, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est l'anastomose entre ces 2 artères. Donc, ensuite, on va avoir l'angle colique gauche. Cet angle colique gauche est situé au contact de la rate et du diaphragme. Il est plus aigu que l'angle colique droit. Ok, donc le côlon transverse est mobile. Ensuite, on a le côlon descendant. Le côlon descendant, il est vascularisé par la mésentérique inférieure. Il est fixe. Il n'y a pas grand-chose à savoir dessus. Donc, il est fixé au plan postérieur. Ensuite, on a le côlon iliopelvien. Donc, le côlon iliopelvien, il est divisé en 2. Le côlon iliaque
et le côlon sigmoïde. Le côlon iliaque qui commence au niveau de la crête iliaque et se termine au bord interne du muscle grand psoas. Le côlon sigmoïde il commence au niveau du bord interne du muscle grand psoas et il se termine à la hauteur de la troisième vertèbre sacrale. Maintenant, le rectum, il commence au niveau de la troisième vertèbre sacrale, il se termine sur l'extérieur. Le rectum il est composé de deux choses, ampoule et canal anal. Ampoule, elle fait 6 cm de largeur, elle fait 12 cm de hauteur. Le canal anal, il fait 3 cm de hauteur et il est quasiment virtuel, il a une largeur qui est complètement, qui est pas importante du tout. Au niveau du canal anal, on a 3 zones, donc il faut bien connaître, colonne anale, pecten anal et zone anocutanée. On a 3 lignes, anorectale, pectinée et anocutanée. Maintenant, pour la muqueuse, bien à savoir, la muqueuse, elle est prismatique au-dessus de la ligne anocutanée. En dessous de la ligne anocutanée, l'épithélium devient pavimenteux, stratifié, non kératinisé, mais en fait, se kératinise progressivement vers l'extérieur. Voilà, c'est bon. Donc, je vais vous distribuer les QCM. Je connais quelqu'un qui m'a exactement. La médecine chinoise, ah, mais pas une ça, c'est Par contre, j'ai pas vu le point, je me suis concentré sur le foyer, j'ai fait le temps. J'ai fait l'efficace et les changements de taille, et j'ai fait les escaliers, et c'est parti. Et après, j'étais crevé. Alors, vous voulez qu'on les fasse ensemble ou... c'est mieux.
va commencer. Donc, le duodénum présente des plis circulaires. C'est vrai. Question numéro 1. Le duodénum présente des plis circulaires, c'est vrai. Alors, le duodénum présente des plis circulaires. Donc, c'est vrai. Donc, ces plis circulaires, je vais les représenter ici. Ils sont représentés ici sur votre folie. En deux. Et donc, ici aussi, vous les voyez. Okay. La baie, les conduits pancréatiques et biliaires s'abouchent au niveau du troisième duodénum. Donc, je vous avais dit que le troisième duodénum, il n'y avait rien à savoir dessus, à part qu'il croise la colonne vertébrale au niveau de L4. Donc, c'est faux. Voilà, exactement. C'est le deuxième duodénum. Donc, attendez, je vais voir s'il n'y a pas une. Non, on verra plus tard. Bon, ok. Ah voilà, c'est sur ce schéma. Donc on voit ici que dans le deuxième duodénum, il y a les conduits biliaires, il y a les conduits pancréatiques qui s'abouchent, donc c'est faux. Le duodénum est majoritairement fixe. Le duodénum présente une tunique musculaire qui est organisée en deux couches, circulaire interne, longitudinale, externe. Donc ça c'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais. Hein, ouais, la musculeuse, ouais. C'est faux. Alors, c'est le 3. Alors, troisième duodénum, très bien. Donc pour la E, le quatrième duodénum, il croise la colonne vertébrale à la hauteur de l'ombilic. C'est faux. Ça, c'est le troisième duodénum. C'est au niveau de la quatrième ovaire. On continue. L'élément indiqué par le numéro 4 est le jéjunum. C'est vrai, oui. L'élément indiqué par le numéro 5 forme des anses qui sont horizontales. C'est vertical. 4 et 5 sont des segments mobiles de l'intestin grêle. Ouais. Donc, rappelez-vous, duodénum, c'est quasiment fixe. Jéjunum, iléum, c'est mobile. 4 et 5 sont maintenus rattachés au plan postérieur grâce au mésentère. C'est vrai, vous avez dit que le méso donc, du jéjunum et de l'iléum, c'était le mésentère. Ce mésentère, il rattachait les organes au plan postérieur. 4 et 5 sont vascularisés par l'artère mésentérique inférieure. Non, c'est faux. C'est supérieur. C'est supérieur. Vous avez dit tout l'intestin grêle, duodénum, jéjunum, iléum, mésentérique supérieur. Ok. Le caecum appartient. Bon, on est bon pour ça? Ok. Le caecum, il appartient au côlon droit. C'est vrai. À droite. Que ce soit au plan topographique ou au plan vasculaire, eh ben, le caecum, il appartient au côlon droit. Le tiers gauche du côlon transverse est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure. Inférieure, ouais. Donc, c'est à son niveau que se fait la plus grande partie de la digestion, le gros intestin. C'est au niveau de l'intestin grêle. Alors, attendez. Voilà, je vous dis ici, donc l'intestin grêle, c'est à son niveau que se fait la plus grande partie de la digestion. Donc sa surface, elle est complètement lisse. C'est faux, elle est bosselée. Donc on avait dit qu'il y avait trois choses sur le gros intestin. Les bosselures, il y avait les incisures, les bandelettes, et le dernier c'est quoi? Les appendices épiploïques. Non, ça c'est à l'extérieur. Je vais te les remontrer. Oui, c'est vrai. Alors attends, une seconde. Voilà. Les appendices épiploïques, elles sont ici. Les petites franges de graisse. Ok. Ok, la E c'est juste. Donc sa longueur moyenne c'est 1,5, 1,8 m. Ok. Ouais. On a eu le schéma, la 6, c'est l'appendice. Ouais, en 6 c'est l'appendice. Ouais. Alors, l'élément indiqué par le numéro 9 est plus aigu que son homologue controlatéral. C'est inversé. Donc il est plus haut. Alors, c'est plus fermé. Alors, il faut savoir que cet angle colique gauche il peut s'opposer au passage des
des endoscopes. Donc rappelez-vous comme ça qu'il est comme ça. Donc, la D, c'est La B, c'est bon pour tout le monde déjà là? Oui. Encolique gauche. Donc encolique droit, c'est entre le foie et le rein droit. Encolique gauche, c'est au niveau de la rate et du diaphragme. C'est bon? Le méso de l'élément indiqué par le numéro 8 présente l'anastomose entre les artères mésentériques supérieures et les artères mésentériques inférieures. Donc, le numéro 9, c'est quoi? le numéro 8, c'est le colon transverse. Le côlon transverse, c'est quoi son méso? Le mésocolon transverse. Et le mésocolon transverse, il contient cette anastomose. Donc, je vous la montre ici. Anastomose. Donc, là, on a le mésocolon transverse, à ce niveau-là. Et on voit qu'il y a cette arcade qui est couverte par la flèche rouge. L'élément indiqué par le numéro 10 est un segment fixe du côlon. Non, c'est vrai. Donc, en haut, c'est mobile. Et ensuite, iliopelvien, c'est mobile. L'élément indiqué par le numéro 13. Non, il n'y en a plus, il n'y a plus dans le colon. Il n'y en a plus du tout. Il y en a 3 du caracum au côlon iliopelvien. Il y en a 2 du côlon iliopelvien au rectum. Il y en a 0 du rectum jusqu'à la fin. Les appendices épiploïques sont très nombreux au niveau de 10. On avait dit qu'ils augmentaient vers la gauche. C'est bon? La jonction recto-sigmoïdienne, c'est S3. C'est bon. Ok. Au-dessus de la ligne anocutanée, la muqueuse anale est formée par un épithélium prismatique. Et en dessous, c'est pavimentaire. Et en train de se progressivement kératinisé. Ok. Le sphincter externe est un sphincter strié. La zone des colonnes anales est comprise entre la ligne anorectale et la ligne pectinée. Et ça, c'est vrai. Pardon, une seconde. Vous voyez ici, les colonnes anales. En haut, on a la ligne anorectale. Donc, anorectale, c'est celle qui fait la transition entre le rectum et le anal. Et pectiné, c'est la base des colonnes anales. Donc, les colonnes anales, c'est entre anorectale et pectiné. Le sphincter externe est un sphincter strié. Le interne, il est lisse. Le cul-de-sac de Douglas situé entre l'utérus et la vessie chez la femme, donc c'est faux. C'est vessie et rectum. Ouais, vessie, vagin et rectum, exactement. Non, c'est. Non, vessie, vagin, rectum, c'est la disposition des organes. Mais le cul-de-sac se trouve ici, donc entre l'utérus et le rectum. Ok? Vous avez des questions sinon? Vraiment là, je vais. D'ici au milieu de l'abdomen. C'est en fait.
C'est du périple. Et juste ce qu'on a vu là, ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as Le plus en. Ah, l'appendice. Ouais, mais pas celui-là, l'autre appendice. Il y a deux appendices. Ah, rétrocacal, social. Et à l'intérieur. Elle est dans le prix. Non, c'est bien de le faire. Ah ouais? Mais ça met du temps à réfléchir. Ouais, c'est ça. Dans 4 heures, quoi. Les longueurs, c'est chiant. Allô, femme, LDH, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ça me décrit de quoi? Je ne peux pas mieux comprendre. Ils sont en train Là, tu fais les autres. Pas du tout. C'est mieux là. C'est Elle veut la récupérer. Tu sais, t'as mon portefeuille, genre ça.